Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, merci à tous d'être venus aussi nombreux un vendredi après-midi pour venir assister à sûrement une des meilleures conférences que vous allez voir des 2 derniers jours. Pourquoi? Parce que c'est un sujet d'actualité très important. L'intelligence artificielle est partout. Dans la médecine, elle rédige des articles, elle permet aussi à certaines personnes de monter des business de manière très rapide ou de créer des énormes écarts dans certaines partiels du monde du travail. Et donc, une grande question émerge, une grande question avec laquelle nous avons la chance d'avoir 2 grands experts aujourd'hui pour venir en parler, auxquels je vais vous faire la présentation dans quelques minutes. Mais d'abord, je vais vous rappeler le thème de cette conférence, qui est l'intelligence artificielle est-elle l'IA est-elle une menace existentielle? Pour cela, nous sommes accompagnés de 2 grands interlocuteurs qui vont pouvoir échanger ensemble. Le premier, Jean-François Lucas, que vous allez pouvoir applaudir bien fort à la fin de mes explications, qui est polytechnicien, penseur des imaginaires et des dimensions politiques à travers les nouvelles technologies, à travers son regard en tant que délégué général du think tank Renaissance numérique. Il vous invitera à vous interroger sur le rôle symbolique et philosophique de l'IA dans notre société. Yannick Bardy, à côté de lui, l'homme qu'on ne peut pas rater, ingénieur en santé, spécialiste de la sûreté pharmaceutique et des cliniques durables, mais aussi enseignant-chercheur qui revient du CES Las Vegas, aura pour plaisir de venir en tant que président de la fondation Intelligence in Life pour répondre à toutes vos questions en fin de débat. Notre conférence sera animée sur 3 grands thèmes. L'IA est-elle une promesse ou un péril? Comment redéfinit-elle notre travail et notre quotidien? Peut-on maîtriser l'évolution pour un futur plus éthique? Donc ces questions-là, on attend aussi d'en discuter avec vous et d'avoir un maximum d'échanges sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle conférence et je vous demande d'applaudir très fort les 2 interlocuteurs qui sont ici parce qu'ils sont très intelligents et on a beaucoup de chance de les avoir. On y va? On commence. Jean-François, l'IA, menace existentielle ou pas du tout? Alors déjà, je vais déjà pas répondre à ta question. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste, je suis passé par Polytechnique à Lausanne, le PFL. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont polytechniciens, donc j'y ai travaillé, mais je n'ai pas fait Polytechnique en tant que tel. C'est comme quand on fait des cours à Sciences Po, que tout le monde dit « je suis prof à Sciences Po ». Non, je donne des cours à Sciences Po, je ne suis pas prof à Sciences Po. Donc pas respect pour mes collègues, mais merci pour cette présentation élogieuse. Je ne vais pas répondre tout de suite, parce qu'il y a un peu de oui et un peu de non, mais un peu de teasing, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de non, et c'est peut-être ce qui va lancer un peu le débat. Mais pour te répondre très rapidement, un peu de oui et beaucoup de non. Bon, et toi Yannick, puisqu'il n'a pas répondu à la question, est-ce que toi tu vas y répondre? Non plus, pas tout de suite. Alors ce qui fait fondre ma légitimité ici, c'est que j'ai un doctorat en système d'information et je vais justement aborder aussi la question des systèmes d'information pour essayer de comprendre que tout ça n'est pas nouveau et qu'on est déjà acclimaté, si je puis dire, à ces technologies. Est-ce que c'est une menace existentielle? Oui et non. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer votre définition à vous de l'intelligence artificielle? Donc, moi, effectivement, tu m'as aussi présenté comme... Je ne me considère pas comme un expert de l'IA. Je suis quelqu'un qui regarde les technologies, notamment numériques, depuis un certain nombre d'années, et qui essaye de comprendre comment la société s'en empare. Et effectivement, je représente un think tank, pour être très clair. On s'appelle Renaissance numérique, on n'a rien à voir avec le parti. On est créé en 2007, et donc on est totalement indépendant et totalement non partisan. Donc ça va plutôt être un regard de quelqu'un comme moi qui a un doctorat en sociologie sur les technologies de l'information, de la communication et sur l'innovation. Je ne sais pas exactement dans le public si les gens sont familiers ou pas, donc on va essayer d'être assez pédago dans un premier temps, et puis si ça ne vous va pas, dites-le, et puis on essaiera d'être un peu plus technique. Mais l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies. C'est déjà ça qu'il faut comprendre, et moi je vais faire attention au fait qu'il y a beaucoup d'IA différentes, et il va falloir faire attention de ce qu'on parle. Il y en a des très simples et des très compliquées. L'intelligence artificielle, par définition, c'est un ensemble de technologies qui permet de répondre à des tâches que les individus, que l'être humain faisait. Ça peut être du calcul, donc une calculatrice avancée. On va dire aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle, même si on ne le disait pas hier, et ça c'est quelque chose d'important. Ça peut être de la production de contenu, de l'identification d'images, etc.
Donc c'est un ensemble de machines, de technologies à laquelle on va déléguer des tâches pour lesquelles l'individu pouvait le faire avant. Alors maintenant, l'avantage de l'IA, c'est que ça le fait plus vite, mieux et autrement peut-être. Mais de manière assez simple, c'est un peu l'approche que j'aurais de l'IA. Je suis assez d'accord et même complètement d'accord avec ça. Alors la définition, une définition rapide, c'est une forme d'algorithmie qui mime l'intelligence humaine, mais qui est surtout en relation avec l'intelligence humaine et qui est capable de reproduire ce que font les êtres humains. Plus largement, cette IA, elle s'intègre à des systèmes d'information, à des systèmes sociotechniques, donc coordonnés dans l'ensemble de ressources, de bases de données, de systèmes opérants, de véhicules, pourquoi pas, de tablettes, et puis des systèmes d'aide à la décision. Et c'est là évidemment que se situe certainement l'interrogation sur la menace existentielle. Je veux dire que c'est pas nouveau, l'intelligence artificielle. Le plus loin que je puisse remonter, c'est le XVIIIe siècle, ce qu'on appelait un Mechanical Turk, qui était un automate qui jouait aux échecs et qui battait des êtres humains. Alors c'était bien un automate, mais à l'intérieur de l'automate, il y avait un être humain. Donc on voit la dimension socio-matérielle. Il y a toujours un être humain, c'est un homme augmenté. Et en fait, là, en l'occurrence, c'était un automate augmenté. Donc c'est très ancien comme idée, Mechanical Turk, qui a donné son nom d'ailleurs à une plateforme de microtasking de Amazon, aujourd'hui, qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle et qui envoie et qui reçoit du travail dans le monde entier. Donc c'est une chose comme ça. L'IA, bien sûr, on pense à Alan Turing, avec son Christopher, c'est-à-dire son premier ordinateur IA qui permet de décoder Enigma. Je vais vite. J'ai fait une première mondiale dans un pancréas artificiel il y a 25 ans. Il y avait de l'intelligence artificielle dans ce pancréas artificiel qui venait reproduire la fonction pancréatique chez les diabétiques de type 1. L'IA, ça sauve des vies depuis longtemps. Voilà. Et puis, plus récemment, donc, bien sûr, ChatGPT. Et pour finir, ce qui fait que l'IA, on en parle aujourd'hui, on est là parce que c'est un sujet stratégique, c'est l'adoption massive. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'adoption massive et la réduction du coût d'accès à cette innovation. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on va rentrer encore plus dans le sujet maintenant. Est-ce que vous pensez que l'IA actuelle, c'est-à-dire l'IA depuis la sortie de ChatGPT et de tous les nouveaux modèles de LLM qui sont énormes et dans lesquels il y a une guerre complètement folle, est-ce qu'elle est en train de nous déposséder de certains métiers ou est-ce qu'elle va plutôt en créer de nouveaux? Je pense que beaucoup de personnes dans cette salle se posent cette question. Je crois que c'était une question qu'on allait aborder à la fin. Du coup, on va donner un ou deux éléments pour, encore une fois, bien savoir de quoi on parle. Sans rentrer trop dans la technique, aujourd'hui, quand je dis on considère, c'est que l'ambiance générale considère, les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle considèrent qu'il y a 3 niveaux d'intelligence. Il y a de l'IA faible. L'IA faible, de mon point de vue, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc quand je dis ChatGPT, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec, mais voilà, un agent conversationnel, pardon, ça reste de l'IA faible. C'est très impressionnant, ça marche très bien, mais ça reste de l'IA faible dans le sens où c'est quelque chose qui répond à ce qu'on lui demande et qui sait gérer que des problèmes. Une IA ne répond qu'à des problèmes. Vous lui demandez de générer du texte, une image, elle ne sait pas s'adapter à une situation. Moi, en tant qu'individu, j'espère avoir une intelligence qui fait que je m'adapte en ce moment même à la lumière, à ton regard, au regard des gens et à mon discours. Une IA ne sait pas faire ça. Une IA, il faut lui dire de s'adapter pour qu'elle puisse s'adapter. Donc on a beaucoup de systèmes dits d'IA faibles, et puis après, il y a 2 autres niveaux. L'IA dit forte, avec un niveau d'automatisation et en fait des discours qui vont nous dire c'est la prochaine étape, elle va apprendre d'elle-même de plus en plus et elle va développer des émotions. C'est tout le discours qu'on a depuis 2025 avec la notion des agents, où on nous dit en fait, en 2024 c'était bien, on avait les LLM, mais en fait on n'arrive pas au bout, mais on commence à voir les limites. Mais vous inquiétez pas, la nouvelle innovation, c'est les agents et ça va être l'IA forte. Et puis il y a peut-être ce qui nous concerne plus aujourd'hui sur la menace existentielle, qui est l'IA générale, où là c'est un peu le grand récit d'une IA qui va surpasser l'homme et réfléchir d'elle-même, et c'est ça qui fait peur, parce qu'on dit qu'est-ce qui se passe demain si ça arrive. Personnellement, j'y crois pas vraiment, mais on pourra revenir dessus. Alors la question du travail. Moi je fais très attention et j'y réponds pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de discours d'économistes et je suis pas très bon en économie. Il y a, me semble-t-il, un discours qui est pas de panique, en fait, et c'est très schumpeterien en 1948 sur la destruction créatrice, donc en fait de dire
Il y a des métiers qui vont être supprimés, mais en fait, on va recréer d'autres métiers parce qu'il va bien falloir créer de nouvelles compétences, il va bien falloir développer ces systèmes, etc. Et puis, il y a des discours aujourd'hui de certains économistes qui disent en fait, pas exactement, parce que ce qui change, et c'est la première fois, enfin, à une dizaine d'années, c'est qu'en fait, les systèmes informatiques qu'on crée, l'intelligence artificielle qu'on crée, remplacent des fonctions cognitives. Et avant, si vous voulez, ça remplaçait des fonctions de machines. Enfin, on avait des machines qui remplaçaient l'homme dans des usines, pour le dire vite. Là, on remplace des fonctions cognitives. Et ça va tellement vite, et c'est tellement complexe, qu'on n'est pas sûr qu'on va arriver à former tant d'individus, tant de groupes d'individus pour remplacer ça. Donc, il y a ces deux discours. Moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment de point de vue sur la question, je ne suis pas assez économiste, mais il faudra qu'on revienne sur le fait que les IA exploitent un grand nombre de personnes dans le monde, des millions de personnes dans le monde, qu'on appelle les travailleurs du clic. Et ça, c'est très important parce que ça montre que ça ne remplace pas le travail sur certaines fonctionnalités. Mais je te laisse répondre avant d'aller là-dessus. Oui, alors je pense, pour aller droit au but et être un peu provoquant sur la question, une question qu'on réfléchit avec Olivier Babot, je pense que ces technologies peuvent tuer l'emploi et le travail au sens où on l'entend aujourd'hui, d'emblée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'activité, ça ne veut pas dire qu'on ne gagnera plus d'argent. De la même façon que, si on regarde les choses de façon un peu plus macroscopique, l'ensemble des innovations technologiques dans l'histoire de l'humanité ont bouleversé les emplois, les modes d'activité. Au début du XXe siècle, lorsque les voitures automobiles arrivent, évidemment, elles vont mettre au chômage des maréchaux ferrants. Mais ces maréchaux ferrants vont devenir à leur tour des concessionnaires automobiles. Donc il y a une transformation des métiers. Là où, en effet, et je rejoins Jean-François sur ce sujet, on a un bouleversement, c'est le remplacement des fonctions cognitives et les questions que j'ai étudiées, dans le management, vous remplacez les fonctions managériales intermédiaires. Donc vous aplatissez les arbres hiérarchiques. Par exemple, chez Airbus, on a supprimé 1200 emplois à Suresnes, des emplois dits de services généraux, formation, comptabilité, gestion, contrôle de gestion, enfin, les fonctions support ont été remplacées par des machines. En revanche, on a beaucoup plus besoin aujourd'hui de gens, probablement quelque part en Allemagne, qui inventent l'avion du futur, en aile delta ou solaire. Et chez Airbus à Toulouse, on a toujours besoin de l'ouvrier qualifié qui met les rivets dans la carlingue. Et celui-là, on ne peut pas le remplacer parce que son geste est un geste artisanal de type compagnonique. Donc, et ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire que ça remplace des fonctions cognitives alors que ça ne remplace plus, comme tu le disais, des fonctions qui peuvent être très opératives au niveau opérationnel. Donc il y a des emplois qui seront sauvés. Et on l'a vu pendant le Covid. Ce qu'on appelait les essentiels, c'était ça. C'était des gens qui faisaient des tâches que l'IA, ramasser les poubelles, l'IA, elle ne sait pas faire ça. Donc il y aura toujours besoin de certains modes d'activité. Donc voilà, c'est sur deux volets. Je pense que c'est surtout la notion même de travail ou d'emploi qui est revisitée, au sens où Hannah Arendt le disait, c'est-à-dire nous sommes des animaux laborans, nous devons devenir des homo faber ou des homo sapiens, pour le dire sans vouloir faire de jeu de mots. C'est-à-dire que ce qui va être l'apanage de l'homme dans le futur, c'est de faire réellement ce que l'homme est le seul à savoir faire. La créativité, l'interrelation. Et je finis en disant que quand on fait des études en système d'information, on se rend compte que lorsque des emplois sont remplacés par la machine, restent des emplois dits occupationnels, c'est-à-dire des emplois qui n'agissent pas sur le processus d'affaires, mais si la personne n'est pas là, ça ne marche pas. Une sorte de catalyseur enzymatique du travail. Alors la figure du happiness manager reste dans les esprits, celui qui est censé mettre la bonne ambiance au bureau, mais ça va plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. Donc des fonctions de formation, de leadership, etc. Je m'arrête là pour l'instant. Merci pour ces belles réponses. Alors moi, juste pour rajouter ça, HSBC la semaine dernière a viré 2000 personnes d'un coup pour les remplacer par une IA. Donc voilà, moi je pense qu'on est en train d'avancer là-dedans. Après, tu avais quelque chose à répondre à ça? Non, franchement, vas-y. Non, c'était juste, je me préparais à rebondir sur les travailleurs du clic, mais du coup... Ouais, mais vas-y. Parce que c'est un petit peu la même chose. En fait, le problème, c'est que tous ces travailleurs du clic, ils sont à Madagascar, ils sont en Inde, ils sont en Thaïlande. Mais en France, par contre, on n'a rien pour arriver à retrouver des emplois qualifiés à toutes ces personnes-là qui on a attendu la cinquantaine pour les virer. Et du coup, c'est pour ça que la question de l'emploi, effectivement, on peut la regarder du point de vue de la France, ou des régions de la France, etc., et puis de l'Europe. Et moi, il y a un point important, du coup, qui est à la fois sur celle de l'emploi, mais pas directement, effectivement, au niveau national. Mais c'est vraiment, je veux insister là-dessus pour qu'on comprenne bien, pour que vous compreniez bien, en fait, ce qu'est une IA aussi. Et pour
pas croire qu'une IA, ça tombe du ciel. Et du coup, on a plein de messages à faire passer, mais j'ai un message et je serais très content si demain vous le faites. Pensez à mieux écrire l'adresse sur vos cartes postales ou sur vos enveloppes. Quand vous envoyez une enveloppe écrite à la main, une carte postale, et que la machine, c'est en Europe, que la machine de la poste n'arrive pas à lire l'adresse, donc il y a des systèmes de reconnaissance extrêmement performants, mais il y a des fois où, si vous écrivez comme mon médecin, ou comme d'autres, vous connaissez l'expression, eh ben, la machine n'arrive pas à décrypter. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une photo qui est envoyée au Vietnam et une personne qui a 20 secondes pour rectifier l'adresse. Si cette personne répond bien, elle est payée. Je vous laisse imaginer le prix de la commission. Si cette personne dépasse les 20 secondes, elle n'est pas payée, ça part sur quelqu'un d'autre et potentiellement elle peut avoir une sanction. Donc l'IA, c'est ça aussi. L'IA, c'est des gens sur la modération en ligne. Nous, on a plutôt la chance d'être préservés. Enfin, nous, je ne connais pas vos pratiques, mais je ne suis pas certain que vous voyez beaucoup de vidéos de décapitation en ligne sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y en a beaucoup. Seulement le vendredi. Seulement le vendredi. Et du coup, ces vidéos, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont entraînés pour détecter, mais ça ne marche pas tout le temps. Donc il y a des gens qui passent leur vie à voir ce genre de vidéos pour dire oui, c'est une décapitation, non, c'en est pas. Oui, c'est un enfant qui se fait violer, oui, c'en est pas. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, que derrière ces systèmes automatiques, ça ne tombe pas du ciel, il faut les entraîner. Je vais aller sur des exemples plus simples et je m'arrête déjà après, mais pour qu'une intelligence artificielle comprenne ce qu'est un chat ou un chien, bah, il a bien fallu à un moment lui dire ça c'est un chien, ça c'est un chat. Alors après, elle a réussi à apprendre, etc. Mais il faut vraiment avoir conscience que ce sont des centaines de millions de personnes dans le monde qui soit font ça le soir pour compléter leur travail, soit font ça à longueur de journée, en Asie, en Afrique et dans d'autres pays. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, pour apprendre à une IA comment on reconnaît ceci ou pas ceci, ça s'appelle de la labellisation, ça prend des heures, on prend des images et on doit les faire à la main, et c'est pour ça qu'il dit il y a des travailleurs, c'est parce qu'ici on ne sous-traite même pas ce travail, on n'a jamais été formé à faire ça. J'ai une question pour Yannick, comme ça on enchaîne aussi, on commence par toi sur cette question. Donc là on est rentré un petit peu aussi dans les impacts à l'international de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que l'IA elle est en train de redistribuer la puissance mondiale ou elle amplifie tout simplement la domination de certains géants technologiques? Ouais, c'est une question très difficile, mais qui renvoie aussi à la question de l'éviction. Donc, je fais le lien avec la question d'avant. Je repensais à donc, la création de ce L'Open Prolétariat que Jean-François a décrit. Et je pensais à La Bête humaine. La Bête humaine avec Jean Gabin. Je pense que dans cette salle, les gens ont la référence. Où l'homme était très engagé. Non, il n'y a pas d'ironie de ma part. Hein, j'ai des cheveux blancs moi aussi. Où l'homme était très engagé physiquement dans la machine. Et sans l'homme, la machine ne fonctionnait pas très longtemps. Et puis dans l'actualité, récemment, vous l'avez entendu, ça m'a choqué, un conducteur de TGV se jette du TGV en marche pour se suicider. Il a la certitude que la machine va s'arrêter toute seule, évidemment, parce qu'elle est équipée d'un système de sécurité qui fait que quand il n'est pas là, elle s'arrête. Donc comme l'éviction de l'homme par la machine, comme si l'homme n'était plus indispensable à la machine. Donc voilà, c'était une image métaphorique pour la création de ce Le Pen Prolétariat, dans le cadre finalement d'un néo-marxisme numérique qui devient le capital de plateforme, hein, ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, qui a les moyens de production numérique. Donc c'est plus les moyens de production à la fabrique, comme disait Marx, mais c'est un capitalisme de plateforme avec des moyens numériques qui détient finalement ce pouvoir. Et ça renvoie donc à ta question tout de suite, de qui détient aujourd'hui les clés de ce capitalisme de plateforme. Suivez mon regard, hein, c'est États-Unis, Chine et évidemment tous leurs proxys. Alors reste à savoir où se situe l'Europe dans les proxys. Là aujourd'hui on est un peu dans le flou, on est dans le marais. Je rentre de Las Vegas, effectivement tu l'as dit. Ce que j'ai vu là-bas est assez, comment dire, libertarien. Comment tu dis? Libertarien. Oui, bien sûr, mais outre cela, si tu veux, sur un plan émotionnel, en tant que Français, je me dis waouh, là on est sorti de l'histoire. Sur le plan, alors je vais bien sûr nuancer, vous allez voir tout de suite, parce que rien n'est définitif, mais sur la question effectivement algorithmique de l'IA et des puissances de l'IA, quand on met 500 milliards sur la table aux États-Unis et que nous on n'est pas capable de mettre quelques centaines de millions, c'est quand même très compliqué. Donc je dirais que du point de vue algorithmique, on est sorti de l'histoire. Et c'est ce que j'ai vu là-bas, l'avance technologique, l'implication de l'État fédéral. C'est-à-dire au CES de Las Vegas, il y a 4000 exposants, et dans le pavillon de l'innovation, au centre de ce pavillon, il y a un très gros pavillon rouge
qui fait plus de 500 ou 600 mètres carrés, c'est le pavillon de l'État fédéral. Donc on est dans un État dit libéral et capitaliste, mais l'État, il s'en occupe quand même de l'innovation. Évidemment, il y a toutes les agences fédérales qui sont représentées, et voilà d'où viennent aussi les 500 milliards. Alors bien sûr, c'est l'argent de la base industrielle de défense américaine, hein. Tout ça, c'est aussi du militaire. Il ne faut pas se mentir. Ça a été évoqué ce matin avec le général qui était en charge du renseignement. Tout ça, c'est de la puissance militaire aussi. Donc, je dirais, on est sorti de l'histoire de ce point de vue-là. Et il ne faut pas que ça dure très longtemps. Alors, j'ai trouvé, et c'est là-bas que j'ai trouvé un moyen d'espérer, c'est que vous savez que la plupart des puces nanométriques sont fabriquées à Taïwan, avec des techniques de lithographie ultraviolet. Donc ce sont des technologies de pointe qui sont aujourd'hui mobilisées à Taïwan pour fabriquer ce que le monde entier a besoin pour faire ces méga serveurs qui sont en fait des cartes graphiques telles qu'elles ont été présentées par le patron de NVIDIA. Et c'est-à-dire que bientôt, dans l'épaisseur de ce carnet, vous aurez la puissance d'un serveur. C'est cette année, hein, c'est pas après-demain, c'est cette année. Et donc ces machines qui fabriquent ces nanopuces à Taïwan sont des machines hollandaises. Donc c'est des machines qui sont fabriquées en Europe. Et donc il y a une phase de relocalisation qui est en cours, et ces machines sont en train d'être installées à Dresde. Il y a un centre de production qui est à Dresde. Et un petit cocorico pour finir, à Grenoble, les gens travaillent. Je rentre du Festech, du TechFest de Grenoble, c'est une région très dynamique en matière d'innovation. Ils travaillent sur les puces nano à Grenoble, et évidemment, ils vont être capables de relocaliser aussi de la technologie recherche sur la création de ces nanopuces. Donc pour finir, au niveau logiciel, on est sorti de la course, on est sur les bancs de touche. Au niveau industriel, fabrication des machines support de l'IA, il y a probablement de l'espoir, mais il faut une volonté et de l'argent. C'est important ce que tu dis là, parce que du coup, on a l'impression qu'on est mort, on ne peut plus rien faire, parce qu'on va mettre du temps à relocaliser, comme d'hab. Après, il va pas falloir qu'on se fasse voler nos innovations, comme d'hab, ce genre de choses. Mais est-ce que la solution, du coup, c'est pas plutôt de faire comme beaucoup de startups en France essayent de faire, c'est-à-dire que du service ? Alors ça, je crois que c'était la révolution des années 90. On a cru qu'on devenait un territoire du tertiaire. Et puis, ça a été dit ce matin, on ne sait même plus fabriquer de la poudre et on ne sait plus fabriquer des masques quand il y a Covid qui vient. Non, je pense il est possible de relocaliser. Alors, pour vous parler un petit peu de mes aventures, pendant Covid, j'ai inventé une machine à imprimer des blouses pour les soignants. Ça fait partie aussi de mes travaux d'ingénieur santé. Et donc, un de mes calculs, c'était qu'il fallait que le temps machine soit compatible avec une relocalisation. Donc j'imprime des blouses en 3 secondes. Alors qu'en Chine, ils les soudent à la main parce que la main-d'œuvre n'est pas chère. Donc on peut rééquiper des manufactures en France et en Europe, à condition de le faire avec des machines très performantes, boostées à l'IA certainement. Je voulais juste vous donner, juste pour la référence, les machines dont je vous parlais, c'est les machines ASML, qui fabriquent ces machines en Europe, en Hollande. Je crois que c'est un point important. Qui peut nous donner l'espoir. Est-ce que tu as quelque chose à rebondir sur ce que Yannick Non, sur la question sur la question de l'IA, il faut aussi comprendre, et on parlait tout à l'heure des briques, l'IA, c'est aussi la convergence entre des réseaux, des données et de la puissance de calcul. En France, on a aussi un savoir-faire sur certains microprocesseurs, certaines pas puces exactement, mais certains composants. Et puis, il y a un pari qui est en train d'être fait de la France, qui va être, c'est du teasing annoncé pendant le sommet de l'IA sur le cloud. C'est-à-dire que, j'étais avec Thomas Courbe hier, le directeur général de la Direction générale des entreprises, donc de Bercy, qui disait en fait, et je le dis parce que j'étais pas tout seul, et en fait, leur plan, c'est d'ouvrir des zones pour les data centers. En misant sur le fait, on est d'accord ou pas d'accord, mais peu importe, en disant que la stratégie de la France, c'est d'avoir de l'énergie pas chère, nucléaire, à disposition, et donc on va avoir des systèmes de data center avec une protection pour les données, et donc l'idée c'est aussi de se dire, effectivement l'IA c'est peut-être pas sur les puces, c'est peut-être pas sur les services, mais sur la data on va peut-être pas être si mauvais que ça, et donc voilà, il y a différentes briques, et c'est ça en fait qu'il faut à chaque fois décomposer quand on dit l'IA. Oui, on a l'impression que la course est perdue. Maintenant, si vous suivez l'actualité, c'est compliqué, et en vrai c'est fatigant parce qu'il se passe des trucs tous les jours, DeepSeek. Donc, en gros, un chat GPT concurrent chinois qui est sorti, je ne sais même plus, je perds le fil des journées tellement c'est un peu dingue, toutes ces histoires.
Enfin, sincèrement, on se lève à 8h, on a une news, à midi, il s'est passé autre chose, à 15h, on ne sait pas ce qui s'est dit le matin parce qu'il y a Trump qui est arrivé et Musk en même temps. Enfin, c'est un peu du gros délire. Et là, on attend quand même... Enfin, en gros, la promesse de DeepSeek, c'était de dire on a la même puissance de calcul, on a investi je ne sais... 5 millions. 5 millions. C'est ça la force. Ça dépense moins, sauf que 2 jours après, on nous disait bon, pour respect qu'on peut avoir pour le peuple chinois, c'était quand même... On n'a pas toutes les infos sans doute à disposition. Il se peut qu'ils aient absorbé une grande quantité de données qu'ils n'avaient pas le droit, donc on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière. Donc il faut faire très gaffe quand même à ça, parce qu'on ne sait pas en fait si on sera en mesure de reproduire ça ou si en fait il faudra qu'on juste pas respecte la loi pour pouvoir faire ça. Donc on ne sait pas. Enfin, j'ai pas suivi l'actualité depuis cette actualité-là depuis 48 heures, mais voilà, je ne sais pas exactement. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, forcément, il y a des investissements colossaux, mais il y a aussi des technos qui avancent, ça va à un rythme effréné. Je veux dire, en octobre dernier, on parlait encore des LLM, en décembre, on commence à nous dire, les LLM, on commence à voir les limites, parce qu'en fait, les données, les milliards de données sur lesquelles on s'entraîne, bah ouais, et puis dans 5 ans, en fait, on aura fait le tour. Et puis dans 1 an, en fait, ça va être des données générées par l'IA, sur lesquelles on va rentraîner une IA. Donc en fait, on va entraîner une IA sur des données qui ne sont pas très bonnes. Donc il y a déjà des limites qui apparaissent sur plein de choses. Et sincèrement, ça va très très vite. Donc il y a certainement des choses qui sont déjà loin de nous, mais tout n'est pas perdu. Et puis il y a une réglementation qui va arriver, qui va aussi sans doute rebattre un peu certaines cartes. On parlera des réglementations juste après. Tu voulais rebondir, Yannick ? Oui, je voulais vous donner les chiffres de l'investissement IA en 2023. C'était 10% pour l'Union européenne, 50% pour les États-Unis et 35% pour la Chine. Donc, vous voyez, donc ça, c'est les vraies dimensions. Et en 2022, quand on investissait 10 milliards en Europe, les États-Unis investissaient 70 milliards déjà à l'époque. Aujourd'hui, on a 500 milliards. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Effectivement, je rejoins Jean-François sur cette question des métadonnées, parce que c'est ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on a des données natives. Alors, ce que je vous dis là est dans le rapport Villani, qui est très intéressant, sur comment l'IA se développe elle-même. Au début, avec nos données, nos algorithmes, et puis un jour, elle invente ses propres algorithmes et ses propres données. Et là, on a un vrai sujet. Parce que quand on regarde comment fonctionne une IA intimement, donc bien sûr c'est un réseau de serveurs qui se parlent entre eux, on appelle ça des réseaux de neurones, et qui procèdent de ce qu'on appelle aussi l'apprentissage profond. Donc ils vont vraiment au fond des données. Ce qu'on ne sait pas dire, c'est la traçabilité du processus. Ça va très très vite, c'est des sortes de miroirs entre des serveurs, des miroirs de données qui se propagent. On n'est pas capable de dire quand ça marche, pourquoi ça marche. Alors c'est assez fâcheux. Particulièrement dans mon domaine, en recherche clinique, ça c'est interdit. On ne peut pas utiliser des données qui sont, on pense qu'elles sont bonnes, il y a un poids de l'évidence, mais si on ne sait pas dire d'où elles viennent et comment elles ont été produites, on les met à la poubelle tout de suite, parce que c'est très dangereux. Donc on est face à ce problème-là, ce dilemme, c'est qu'en effet, à partir du moment où l'IA est capable de produire ses propres données, des métadonnées, donc des données d'usage, ou des données algorithmiques, on ne sait pas comment elle le fait, et elle ne peut pas nous le dire. Donc ça pose aussi des problèmes de responsabilité juridique qui sont bien connus. Alors, on va passer à la première question du public. Je rappelle à toutes les autres personnes qu'on attend vos questions. On n'en a eu qu'une, vous êtes timide. Donc, si vous pouviez vous mettre au travail, nous poser un maximum de questions, franchement, on est preneur. C'est le système qui ne marche pas. Ce n'est pas la faute de Sapiens, je tiens à rappeler. Donc, la première question vient de Jérôme de Vissaguet. Quelle opportunité stratégique permettrait une IA à moindre coût et plus vertueuse en matière première ? Alors, je vais laisser Jean-François répondre là-dessus, mais effectivement, pour peut-être un propos liminaire qu'on a eu ensemble, on peut d'ores et déjà dire que le mur de l'IA, c'est l'énergie, plus exactement la thermodynamique. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui des énergies qui ne sont pas durables, donc qui créent de l'entropie. Et donc ça, compte tenu du fait qu'une interrogation ChatGPT consomme, je crois, 50 fois plus qu'une interrogation Google, donc ça donne les échelles, on va arriver à un mur énergétique. La question est de savoir comment seront produites les énergies des serveurs d'IA, ou bien comment on va recycler l'effet Joule, donc la chaleur de ces serveurs pour en faire autre chose. Mais je pense que je vais laisser Jean-François répondre là-dessus. Ouais, en fait, il y a plusieurs réponses possibles en fonction de quelle IA on parle, encore une fois. C'est très important parce que si, dans le cas de ton métier, toi, tu utilises des IA qui vont, et tu me reprends si je le dis mal, mais qui vont identifier des images médicales,
pour détecter, voilà, faire un diagnostic. Bon, dans ce cadre-là, il n'y a pas forcément d'avoir... Alors, c'est des systèmes complexes, mais sont des millions de données, mais je veux dire, on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents de ce qu'on voit aujourd'hui avec les chats GPT, etc. Donc là, on va arriver à avoir des systèmes qui vont être de plus en plus petits, entre guillemets, parce que les données vont s'affiner, parce que, etc., etc. Sur cette question, moi, je ne crois pas une seule seconde qu'on va améliorer les choses sur des choses comme des chats GPT et consorts. Tout simplement parce que même si on améliore les systèmes, il y a un phénomène central qui est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est très simple à comprendre. C'est que quand une technologie va baisser en coût énergétique ou coût d'achat ou ce que vous voulez, plus en plus d'utilisateurs vont s'en emparer et avoir des usages développés. C'est le cas de l'avion. L'avion, peut-être qu'il consomme moins en y allant, mais il y a une baisse des prix. Quand vous pouvez traverser l'Europe pour 50 balles, c'est très bien pour les gens qui ne pouvaient pas voyager avant, sincèrement. Mais on n'est pas du tout sur des trajectoires entendables du point de vue environnemental. La Chine va ouvrir 200 ou 180 lignes d'avions, juste pour qu'on se rende compte, à l'intérieur du pays, de leur pays. Parenthèse faite, du coup, j'ai pas trop de réponses parce qu'en fait, ça dépend vraiment des IA desquelles on parle. Mais je pense que sur des IA comme ça, grand public, alors ChatGPT peut être professionnel et là aussi, on va aller sur des systèmes plus fermés, optimisés, mais on ne prend pas du tout, du point de vue numérique, des trajectoires entendables. Alors, moi, j'ai une question quand même pas mal d'actualité aussi. C'est une question vraiment que je me pose pratiquement tous les matins, puisque vu que je travaille dans l'IA et que j'ai monté plusieurs projets dans l'IA, c'est quand même une des vraies questions que je me pose. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on est en train de créer un être humain augmenté? Moi, je me sens vraiment augmenté depuis que j'utilise l'IA. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on a fait le live Sapiens depuis le CES de Las Vegas, j'ai voulu démarrer la séquence en montrant un exosquelette. L'exosquelette, c'est un robot, c'est une machine qui décuple la force humaine. Donc, un individu normal ne peut pas soulever 150 kg dans un entrepôt. Avec cet exosquelette accroché à lui, il peut éventuellement soulever une charge très très lourde sans se blesser. D'ailleurs, ça apporte des bienfaits sur le plan des maladies professionnelles. Hein. C'est une assistance. Donc, mais cet appareil tout seul ne sert à rien et l'être humain tout seul ne peut pas faire la chose. Donc c'est bien l'alliance des deux, ce que tu viens de décrire, c'est l'alliance des deux. Donc on crée une nouvelle entité, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ce qui est très grisant, c'est qu'en fait on crée une nouvelle entité, on appelle ça la sociomatérialité, hein. On crée une nouvelle entité sociotechnique, homme plus machine, ce qui crée une troisième entité. Ça crée une entité nouvelle qui a ses propres affordances, c'est-à-dire ses potentiels d'usage, de nouveaux horizons de pensée. Et en effet, je suis d'accord avec cette idée que c'est un homme augmenté. Mais est-ce que c'est un golem? Est-ce que c'est un léviathan? Où va cette nouvelle entité? Est-ce que c'est un Frankenstein? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être au service du bienfait de l'humanité? Ça, on ne sait pas. Et toi, Jean-François? Moi, j'ai un regard anthropologique sur la question. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on a créé des premiers outils, l'homme était augmenté par des outils. Un marteau, ça remplit une fonction qu'il ne pouvait pas remplir. D'accord ? Où il allait se faire mal avec son poignet à taper sur un clou qu'il n'allait pas réussir à enfoncer. Donc le marteau a permis ça. Je fais juste le parallèle, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un outil qui est d'ailleurs pour moi pas seulement un outil, mais plutôt un dispositif sociotechnique, pour une raison sur laquelle on pourra peut-être en parler, mais qui est plus complexe que ça, bien évidemment. Donc oui, on a une augmentation possible de nos capacités cognitives et d'autres capacités, mais je ne sais pas ce que toi tu mets, et c'est pour ça que j'hésite encore derrière cette figure de l'homme augmenté. Je ne sais pas quel imaginaire tu as, donc je ne sais pas comment me projeter dans ta réponse. Ce que je veux dire, c'est ce que toi, effectivement, tu as l'image d'un homme augmenté avec une puce dans le cerveau, ou c'est juste des capacités en plus ou des outils en plus qui te permettent ça, tu vois. Pas si loin. Après, moi, j'ai l'impression que l'homme augmenté, c'est par exemple des milliers de personnes qui n'avaient pas les moyens ou qui comprenaient rien quand un avocat venait leur parler et qui maintenant sont capables de défendre seuls devant une barre parce qu'ils ont tout le système juridique expliqué face à eux et vulgarisé. Pour moi, c'est quand même un outil d'égalité des chances. C'est quand même un être humain augmenté, c'est-à-dire qu'il a appris des choses seul. Et
Ça, c'était des choses, à part il y a quelques années, qui paraissaient impossibles. L'exemple le plus simple, c'est un exemple, comme tout va très vite. Je pense que une des choses les plus importantes qu'on ait dit aujourd'hui, c'est à quel point ça va vite. Toutes les semaines, il se passe des trucs, on est tout le temps largué, on est toujours en retard, on n'est jamais en avance, alors qu'on a l'impression de l'être. Mais par exemple, au Nigeria, il y a 2 semaines, ils ont pris tous les étudiants de la ville, dans une des villes, je ne me rappelle pas la ville, et ils leur ont donné ChatGPT. En moins d'1 mois et demi, ils ont rattrapé 2 ans d'information et d'éducation par rapport aux maths, à la manière d'écrire, au dialogue, à la grammaire, à l'orthographe. Pour moi, là, on a fait de l'être humain augmenté. C'est-à-dire qu'on lui a expliqué qu'avec cette machine, il pouvait du coup arrêter de se poser la question sur plein de choses sur lesquelles il n'avait pas été formé, sur lesquelles il a beaucoup de retard. Mais par contre, il va pouvoir rivaliser avec les autres. Pour moi, c'est le début de l'être humain augmenté sous ce rapport-là. Parce que c'est des exemples très concrets, quoi. Alors, ce que tu viens de dire sous-tend aussi l'idée socio-matérielle ou socio-technique, c'est-à-dire qu'il y a la question du pouvoir qui est posée. C'est-à-dire que dans ce que tu viens de dire, il y a la suppression des tiers certificateurs ou des tiers de confiance, que sont les notaires, que sont les chambres de commerce, que sont les États. Enfin, on en connaît plein. L'école blanc. Comment tu dis ? L'école blanc. L'école blanc. Alors l'école aussi, comme institution certificatrice du niveau, qui aujourd'hui donc se distribue. Moi, dans ma chaîne YouTube, où je produis des contenus d'enseignement, j'ai 70% de public africain. Et ça me réjouit, parce que je me dis là, je sais que peut-être il y a un jeune au fond de la brousse qui est en train de regarder sur son téléphone portable, techno, parce que là-bas c'est téléphone techno. Il manque peut-être d'électricité, mais il peut regarder des contenus en ligne. Mais c'est les structures de pouvoir qui sont modifiées. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on doit aborder. C'est-à-dire que dans la théorie socio-matérielle, du fait des affordances, ce que tu viens de décrire, tu supprimes des gens qui ont du pouvoir. Les avocats, jusqu'aux États. Et donc, c'est pas anodin de voir arriver un Elon Musk à la tête du gouvernement, enfin à la tête, dans le gouvernement américain. C'est la conséquence de ce que tu viens de dire sur un plan macroscopique. Quelqu'un qui maîtrise le feu, qui maîtrise l'horloge et l'argent. Donc tous les attributs du pouvoir. Et le pouvoir symbolique aussi de l'information, avec X. Donc, tu supprimes un tas d'intermédiations, on aplatit la chaîne hiérarchique, ce que je disais tout à l'heure, et finalement, on arrive à un pouvoir distribué horizontal. On n'aura peut-être pas le temps de parler de blockchain et smart contract, mais c'est certainement à ça qu'on arrivera, avec la possibilité de travailler de gré à gré entre individus, etc. Donc ça, c'est assez réjouissant pour moi. Mais ce sont des théories, bien sûr, libertariennes. Je reconnais cette signature. Mais effectivement, on évolue dans un monde libéral avec cette IA qui va distribuer le pouvoir différemment. Donc ça, c'est la question institutionnelle qui est posée avec ces usages. Et toi ? Et moi, ça me fait réfléchir. Non, juste très rapidement sur le corps, enfin sur l'individu augmenté, l'homme augmenté. Je t'ai pas répondu. C'était une forme de challenge. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question, les imaginaires du corps augmenté. Et en fait, cette question-là, on l'a eu beaucoup. C'était le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est la nouvelle prothèse, et on parlait du corps augmenté, etc. Donc, si tu veux, c'est aussi une continuité du discours qui fait qu'à chaque nouvelle pseudo-révolution, parce que j'aime pas ce terme-là, technologique, on voit une nouvelle amplification de l'individu par des dispositifs numériques. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si on a accès à plus de choses. Après, la manière dont on s'en saisit et ce qu'on en fait, ce qu'on est augmenté, voilà, il y a un terme qui est compliqué pour moi à appréhender, parce que je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, c'est simplement un accès à plus de connaissances, facilité, etc. etc. J'ai perdu le fil du point d'avant. Sur le... Pardon ? Ah oui. Ouais, non, j'hésitais juste parce qu'hier j'étais avec des avocats et en fait les avocats ils vont pas bouger, hein, très peu, mais les avocats ils se saisissent de l'IA pour lire l'article 5 du IA qui vient de sortir et qui fait 147 pages et il faut qu'ils arrivent à conseiller tous leurs clients en 48 heures, donc ça les aide pour ça. Il y a une complexification et en fait aussi du juridique qui sur les questions numériques notamment. Qui se pose et moi de ce que je comprends, je suis pas avocat, mais c'est qu'ils se saisissent de ça pour avoir des résumés, pour une structuration de l'information, mais après le conseil juridique, la décision, l'accompagnement, l'avocat sera là. Alors, qu'il y ait des cas, certains cas, bien évidemment, on va toujours trouver, et c'est pour ça que tu prenais et je fais un switch, je suis désolé si on fait trop de switch, mais le cas de l'éducation. Nous, on s'intéresse chez Renaissance Numérique à pas mal de questions de littératie en IA et d'éducation. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus international sur l'apport du numérique en général pour l'éducation. Il n'y a pas de consensus. Pourquoi il n'y a pas de consensus ? Parce que l'éducation, il y a les sciences de l'éducation, il y a la psychologie, il y a la sociologie, et j'en oublie plein. Et puis après, la manière dont... Moi, j'ai passé 10 ans à l'université ou en grande école, comme tu le disais.
Quand on est chercheur, on fait des études dans des cas bien définis. Et aujourd'hui, moi, il y a quelqu'un qui va me dire bah, attends, t'es gentil, mais en fait, je viens de lire une étude qui dit que, et puis le lendemain, une autre personne qui va me dire moi, j'ai lu une étude qui dit le contraire. Bah oui, vous avez fait une étude avec une classe, et c'est le cas notamment, là, je pense, une étude au Pakistan sur l'apprentissage des mathématiques avec ChatGPT. Et il montrait que ça marchait pas. Bon, bah, moi, je dis ça, il y a quelqu'un qui me dit ah, bah, oui, mais à Columbia, on a fait une autre étude. Ok, mais c'est pas les mêmes personnes, etc. Donc, juste sur l'éducation, c'est très, très, très compliqué. En plus, c'est un débat qui est extrêmement passionnel parce que tout le monde a son mot à dire sur l'éducation. Il y a quand même une forme de consensus sur le fait de dire que, et quand je dis le numérique, c'est les infrastructures, les équipements et les usages. Donc, c'est aussi bien la tablette que le logiciel, etc. De l'accompagnement pédagogique. Si l'outil n'est pas dans un programme pédagogique précis, ça ne marche pas. L'accompagnement humain, parce qu'on peut avoir un programme pédagogique en autonomie. L'accompagnement humain, ça veut dire d'avoir un personnel éducatif, quel qu'il soit, qui accompagne la pratique éducative, et en temps réduit. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va s'en servir sur des tâches précises, mais pas très longtemps. Ça, c'est à peu près ce qui ressort de ce que je comprends, et pour parler avec pas mal de gens, que ce soit du côté du ministère ou de l'EdTech, des 3 conditions qui font que oui, là, il y a potentiellement un apport numérique ou IA, mais c'est vraiment, voilà, il faut faire très attention à ces questions. Mais d'ailleurs, ça répond, enfin, ça rejoint la deuxième question du public. Quel outil recommanderiez-vous pour un usage quotidien en IA conversationnel? Alors, il a mis ChatGPT, DeepSeek, Claude, ou elle a mis, j'en sais rien. Moi, je conseillerais ChatGPT pour 2 raisons. Claude, c'est nul, voilà, c'est clair. DeepSeek, effectivement, comme l'a dit Jean-François, on ne sait pas où vont les données. Mais le meilleur moyen d'utiliser ChatGPT, c'est d'avoir 2 ChatGPT et de les connecter les uns ensemble et de les faire discuter. Et après, lui poser vos questions. Et là, en fait, ça sera une vraie aide à votre quotidien. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est ce que je recommande aux gens de faire. Moi, voilà. Alors, je voudrais, je ne suis pas aussi spécialiste que toi sur les usages des différents types d'OpenAI ou de ChatGPT. Les informaticiens m'apportent des éléments. Il y a effectivement aujourd'hui des applications qui combinent beaucoup de choses, qui sont très, très intéressantes. Je voudrais rejoindre Jean-François sur ce constat pédagogique que l'IA dans l'éducation nationale, moi j'ai l'impression que c'est pas si simple. Et je vous parle de mon expérience d'enseignant. Bien sûr que les devoirs de mes élèves sont faits par ChatGPT, ça se voit très bien, il n'y a aucune faute d'orthographe. Alors, quand on a des élèves qui font ça, c'est très facile à miner, c'est très facile à piéger. Par exemple, tu leur donnes un travail sur la sociologie, et je sais pas, tu mets le mot australopithèque quelque part dans ton énoncé, ils font pas attention, ils copient-collent, ils mettent dans ChatGPT, et ChatGPT à un moment donné va mettre australopithèque dans un contexte qui n'a rien à voir. Donc ça, c'est la preuve qu'ils ont utilisé bêtement l'IA. Alors moi, je l'utilise en cours, c'est-à-dire que quand j'ai des compléments de cours, donc des références bibliographiques, je leur dis mon cours c'est un teasing, c'est du vernis, et la référence que je vous mets au tableau, c'est celle-là qu'il faut approfondir. Faisons-le tout de suite. Et donc, je prends 2 équipes, une qui travaille directement sur le prompt à sa manière, et de l'autre côté, je dicte un prompt pour obtenir les bonnes références à une autre équipe. Le résultat n'est pas du tout le même. Donc, je rejoins Jean-François que la question des littératies, c'est-à-dire la capacité de décrire avec un vocabulaire enrichi et des sous-spécifications de vocabulaire, c'est évidemment ça qui crée la puissance de l'IA et de ChatGPT. Un élève qui n'a pas un savoir de base va produire quelque chose qui est insipide. Ça ne va pas du tout l'aider. En revanche, ça va créer une fracture, ça va augmenter l'écart entre les très bons et les très faibles. Et ça, j'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Entre ceux qui auront des littératies et qui sauront l'utiliser et qui vont devenir des super bons, parce que dans une boucle heuristique, c'est-à-dire qu'une boucle d'apprentissage réciproque, la machine apprend de l'élève et l'élève apprend de la machine. Mais pour un élève qui n'a pas de littératie, ça fait pchit. Et ça, je trouve que du point de vue de l'égalité des chances, ça pose un problème. Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai un exemple différent. Dans notre incubateur, on a accueilli un jeune qui a arrêté l'école à 14 ans, qui n'avait aucun diplôme, qui ressortait d'1 an parce que voilà, des petites affaires, genre du shit ou des trucs comme ça. Et il était complètement perdu et il ne savait pas quoi faire. On l'a installé. Bon, après, nous, on est un peu dur. On est dans le Marais. Si vous ne savez pas où dormir, en fait, on installe un lit de camp et pendant 2 semaines, vous ne sortez pas. Et on vous met juste avec ChatGPT et vous parlez avec lui. Bon, 1 mois et demi après, il gagnait 1 000 € par mois. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'égalité des chances. C'est ça l'IA. Elle est capable de le faire. Donc, dans le système éducationnel, je pense qu'en fait, on devrait le donner à tout le monde.
il faut arrêter, on a déjà trop de retard, on a déjà perdu beaucoup. Et ça me permet du coup... Alors non, parce que oui, je ne peux pas laisser te passer ça Si pour une tu veux. raison qui est, Et ça chauffe. qui est assez claire. C'est que des exemples indépendants, il y en a plein. Donc Pas tant que ça. tu trouveras toujours des exemples de gens qui ont réussi à s'emparer de quelque chose ou qui, comme cette personne, ont bien fait. Moi, je suis membre du conseil d'administration de la MENNUM, coopérative des médiateurs de l'inclusion numérique en France. C'est des gens qui passent leur journée à accompagner les 11 à 16 millions de personnes qui ont des difficultés dites avec le numérique. Ce chiffre de 11 à 16 millions, il ne fait qu'augmenter. Si le numérique avait été une réponse aux problématiques d'inclusion qui sont avant tout culturelles, sociales et économiques, ça se saurait. Le gouvernement n'a pas compris ça puisqu'il est persuadé que l'IA est une réponse à ces problématiques et que c'est en mettant de l'IA qu'on va favoriser l'égalité des chances. Je suis fondamentalement en désaccord avec ce discours. Je pense que c'est toute l'histoire de l'inclusion numérique. C'est l'histoire du développement des réseaux. Al Gore, Clinton, Chirac, 92, la fracture numérique, on va mettre du réseau. On va équiper les gens. On a mis du réseau et puis après ils se sont dit, bon, bah, on a du réseau. Ah, maintenant, il y a une nouvelle fracture. J'aime pas le terme de fracture parce qu'en fait, ce ne sont que des inégalités sociales, mais peu importe, et économiques. Il y a une nouvelle fracture, les équipements. Ah, bah, on va mettre des iPads à l'école. Grande nouvelle. Ou c'était les plans éducatifs d'équiper les écoles. Une OI et tout. Ah, bah, c'est pas pour ça que les gamins s'en emparent mieux. Ah bah oui, parce que derrière, il y a la question des usages. Il va falloir qu'on leur apprenne. Ah, bah ouais, mais ils apprennent toujours pas mieux. Ah, mais maintenant, il y a l'IA. Je caricature, mais c'est ça la vision. Et donc, c'est pour ça que des exemples, moi aussi, j'en ai plein. Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, il y a 11 à 16 millions de personnes qui n'ont pas les compétences dites de base pour remplir un formulaire en ligne, qui se pointent dans des maisons France Service, à qui on dit, bah, en fait, tu vas te pointer derrière ton PC et c'est une IA alors, qui va accompagner la personne pour te répondre. Et ce qui s'est passé il y a 48 heures, je comprends totalement qu'il faille faire des efforts sur le budget national, parce qu'on doit tous en faire, mais ils ont supprimé 2000 postes sur les 4500 postes des médiateurs numériques. Donc je ne suis pas certain que le fait de supprimer de l'accompagnement des personnes qui en ont le plus besoin en pensant que l'IA sera une réponse soit la bonne solution. C'était pas contre toi, cher Nathan, non, mais tu pas as du tout. soulevé De ce toute façon, sujet. moi je prends rien mal, hein, vraiment. Mais juste, je me dis, si on mettait de l'IA en fait à la place d'aller s'embêter à remplir des milliers de documents pendant des heures, on ne sait même pas à quoi ça sert. Bah, franchement, peut-être que ça irait plus vite et ça serait plus inclusif. Peut-être qu'on n'a pas besoin de former tous les gens et mettre directement de l'IA à l'intérieur et que les gens aient plus besoin de le faire. Je me permets juste 2 secondes. Toi, c'est comme quand on dit c'est une égalité des chances pour la création. Dire à un chat GPT ou à un générateur d'images, je veux un chat qui joue un chien à la baballe, c'est mieux qu'un chat. Ok, ça on sait tous le faire. Mais une fois qu'on a tous fait ça, qu'est-ce qui va distinguer dans les compétences et dans le métier de demain ces deux personnes-là? C'est la personne qui va savoir prompter, c'est la personne qui va savoir dire bah, en fait moi je veux un chat mais de telle couleur, qui joue de telle manière, etc. Et donc ce que je veux juste illustrer au travers de ce propos, c'est que tu as un différentiel de compétences chez les personnes qui va rester. Parce qu'en fait les personnes qui ont déjà un problème avec la langue française pour remplir des documents, certes un chat GPT ça les aide. Ça va les aider parce qu'il va peut-être mieux comprendre les problèmes de langage. Mais il y aura une autre barrière demain en fait. Et c'est l'histoire de l'inclusion numérique et de l'accompagnement. Je ne vais pas pouvoir t'aider, parler pendant des Nathan, heures. là-dessus. Je ne pourrais pas t'aider parce qu'on sait aussi, et des études qui le montrent, que les élèves qui manipulent le mieux ces technologies sont des élèves qui lisent des livres en papier et pas des livres numériques. Et je t'assure que, enfin, on le voit hein, en cours, les élèves qui lisent des livres en papier sont, et donc je leur conseille de lire des livres en papier. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition parce que tu vois, ça c'est un carnet Moleskine. Donc c'est du papier, parce que j'aime bien écrire avec du papier, je trouve que Jean-François aussi, tiens, peut-être pas un hasard. Et c'est du papier numérique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sur mon smartphone et il y a une ossérisation, c'est-à-dire une reconnaissance des caractères. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition entre le papier qui a 2500 ans et qui reste quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc les livres en papier, en plus, c'est pas cher maintenant, c'est presque, c'est presque à coût négatif si on compte les frais d'affranchissement. Donc il faut que ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas d'opposition entre le numérique et lire des livres en papier. Parce que le livre en papier te met dans une posture, non pas de réflexion ou d'interaction avec l'outil, mais une posture de pensée. Donc il faut réapprendre aux jeunes à penser. Penser, c'est pas réfléchir.
Penser, c'est pas interagir. Donc là, je suis d'accord avec Jean-François, je ne peux pas t'aider, malgré mon appétence pour ces technologies que je te démontre. Je suis né dans une bibliothèque, on parlait tout à l'heure tous les deux du fait que... Moi, avec un ordinateur. Ouais, mais on n'est pas censé d'être là. Moi, je suis pas censé d'être là. C'est ça la grande différence aussi, c'est qu'il y a quand même une génération là qui arrive, qui n'a connu peut-être très peu de livres. Moi, je lisais des livres, merci maman, mais je pense qu'une grande partie des gens qui arrivent ne liront beaucoup moins. C'est une certitude, seront connectés à TikTok et à des outils numériques, et c'est le monde qui arrive. Et je ne suis pas certain, et je trouve ça très pessimiste, de dire que c'est ça qui a fluctué sur l'esprit critique, parce que l'esprit critique de chacune de ces personnes se développe de manière différente, et pourtant, elle est, sur certains sujets, merveilleusement redoutable. Et ça, c'est parce que moi, je suis qu'avec... Je reste toute la journée avec mes pairs, c'est-à-dire des gens... On est résilient et on essaye de se la donner. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on se la donne. Et franchement, je n'ai vu personne critiquer le livre, critiquer les nouvelles évolutions. Juste, on n'a pas le choix aussi. Et la moralisation de l'esprit critique chez les jeunes, pour moi, elle est fausse. Alors moi, elle a évolué, l'esprit critique est différent, oui. La manière d'apprendre est différente. Les gens ont fait d'énormes progrès en parlant avec des IA ou avec d'autres outils numériques. Genre sur TikTok, il y a des milliers de personnes aussi qui luttent. Enfin, un des meilleurs exemples, c'est en France. Il n'y a pas longtemps, il y a des jeunes qui ont créé, ça s'appelle Deep Nudes. Vous pouvez prendre une photo d'une meuf que vous voyez dans la rue ou d'un garçon, c'est surtout pour les filles, et vous la retrouvez nue. Voilà. Il y a une gamine qui s'est suicidée il y a 6 mois à peu près. Voilà. Sur TikTok, j'ai pas vu BFM en parler. J'ai pas vu des gens écrire des livres dessus. Par contre, sur BFM, j'ai vu des milliers de gamins de 12-13 ans dire « il faut arrêter ça, c'est de l'IA ». Ça, c'est des exemples concrets qui montrent qu'on sait très bien l'impact de ces outils et pourquoi ils sont là et ce qu'on peut en faire. Donc, je pense que il faut lâcher du lest aussi là-dessus. C'est un débat qu'on pourrait passer, mais c'est pas. Non, mais sur l'esprit critique, je peux pas laisser passer ça non plus, parce que dans l'Observatoire Sciences et Sociétés que je dirige à Sapiens, justement, on s'interroge sur ces questions de la réception des discours scientifiques dans la société, et donc l'esprit critique, évidemment, est à favoriser, et tu as raison, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi, et je le vois bien, et je provoque même l'esprit critique de mes propres élèves, parce que pour soutenir leur attention, c'est ce qu'il faut faire. Néanmoins, je vois bien la confusion qu'il peut y avoir, comme le disait Étienne Klein, entre une opinion, une croyance, une vérité scientifique, etc. Et donc ça, c'est quand même un problème. Et il se fait que le savoir référencé se trouve dans des sources qu'on connaît bien. Hein. C'est plutôt des auteurs sur Google Scholar ou dans des livres en papier qui ont des références bibliographiques. C'est ça que je veux dire. Donc oui, l'esprit critique qui est stimulé par les interactions que tu décris, mais avec un matériau intellectuel, avec on va dire un gros mot, avec un matériel épistémologique qui, à mon avis, est défaillant. Et ça aussi, c'est un léviathan qu'il faudra surveiller pour des raisons politiques, parce que l'élection de Trump aux États-Unis découle de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des vérités alternatives qui permettent d'être élus. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dire le vrai ou le vérifiable. Ça n'a plus aucune importance. Donc, ça pose quand même un problème, ne crois-tu pas ? Alors, on pourra en parler pendant des heures, il nous reste 10 minutes. J'ai plein de questions qui viennent d'arriver. Est-ce que quand même, parce que Jean-François, est-ce que tu veux terminer Non, on va pas. C'est bon, on passe à autre chose. J'aurais bien aimé parler quand même des imaginaires, mais je ne sais pas si on aura le temps. Donc voilà les questions et puis on va voir comment on entend. Alors, ce qui était pour moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on les enchaîne vite, genre très vite, je vous les pose, une réponse singulière, on se la fait en mode combini. Hop. Est-ce que l'IA va nous donner plus de temps de loisirs ? Yannick ? Oui, non ? Oui, du loisir studieux, comme dirait Olivier. Jean-François ? Bah oui, si vous y prenez bien, oui. Quels types de tâches sont préférées par l'IA ? Jean-François ? Moi, je suis le mec chiant pour ça, mais ça dépend des IA, en fait. Mais non, je ne sais pas répondre quelles tâches. Génération de texte. La cuisine, je le fais très bien la cuisine avec l'IA. Ah, c'est ce que nous, on fait avec ? Ouais. Ah, j'ai pas compris la question. Non, c'est quels types de tâches sont préférées par l'IA ? Qu'est-ce qu'elle sait le mieux faire, quoi. Okay. C'est vrai, des recettes de cuisine, elle sait bien faire, des plans juridiques, non, des contrats. Retoucher un texte. Moi, je m'en sers quand j'ai un brouillon et pour des tribunes, des choses comme ça, pour refaire une passe. Quels sont les profils de métiers qui vont disparaître et remplacés par l'IA ? Les journalistes, c'est un peu chaud. Avocat. Avocat aussi. Il y en a d'autres ?
Les standardistes. Les radiologues, on en parle depuis 50 ans, donc il y a peut-être un jour où je leur souhaite pas. Hein, je leur souhaite pas. Certains médecins. Mais Certains médecins. Je sais. Est-ce que je vais perdre mon travail à cause de l'IA? Oui et non. Ça dépend de ce que vous faites comme Vous ne perdrez pas votre métier, vous perdez votre travail ou votre emploi, mais vous ne perdrez pas votre métier et vos compétences. Vous pouvez pivoter sur vos compétences. C'est une belle réponse, ça. Hein. Je me tiens à votre disposition, parce que d'ailleurs on peut le faire ensemble, parce qu'on anime ce genre de bootcamp pour pivoter sur les compétences. Coquin. Alors, est-ce qu'il va perdre son travail? C'est juste pour... je sais pas, je sens que tu... Je sais pas ce qu'il fait, donc c'est pour ça que Bon, tu vas perdre ton travail. Alors, bonjour, avons-nous raison de craindre l'IA? C'était la question de base pour moi. C'était la question de base, celle-là. IA existentielle, enfin menace existentielle ou pas. Et c'est pour ça que je t'ai fait une réponse de Normand en disant il y a un peu de oui, il y a un peu de non. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé parler aussi des imaginaires. Alors, on peut y aller, on peut faire une petite partie sur l'imaginaire. Je laisse la parole, mais on a raison de craindre la Chine et les États-Unis vis-à-vis de l'IA. Ouais. Après, moi, je vais essayer de faire vite parce que j'ai du mal à faire vite sur ce sujet des imaginaires que j'ai travaillé longtemps et qui mérite un peu d'explication. Mais pour le dire vite, on est tous imprégnés de représentations sociales, d'imaginaire. Moi, c'est ce que j'entends quand je dis imaginaire. C'est-à-dire que je disais un couteau tout à l'heure. Quand je vous dis un couteau, du point de vue des imaginaires, ça va être le bien et le mal. Je ne sais pas si vous êtes fan de séries. Dexter, c'est un tueur en série. Il a des couteaux et il tue des gens. MacGyver, il sauve le monde avec son couteau suisse. Quand on évoque le couteau, il y a peut-être des gens dans la salle qui avaient ces imaginaires-là, et puis il y a peut-être des gens qui ont d'autres imaginaires. Si on fait le tour de la salle en disant, quand je vous dis couteau, à quoi vous pensez? En fait, on risque d'avoir à peu près les mêmes images parce qu'on est à Neuilly, parce qu'on est en France, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre que on va avoir des représentations ambivalentes. L'ambivalence, c'est une dimension fondamentale des imaginaires. Du point de vue des imaginaires, l'enfer, c'est le paradis. Quand on évoque un imaginaire, il y a toujours l'autre qui vient en face. Ça, c'est très important à comprendre, parce qu'en fait, toute notre structuration des représentations sociales, depuis très longtemps, est structurée sur ces ambivalences. Et donc, c'est pour ça que je faisais la distinction entre un outil aussi et un dispositif. Un couteau, mon point de vue, c'est plutôt un outil. Il a des fonctions, piquer, couper, trancher, etc. Bon, peut-être un peu plus, mais pas plus que ça. Une IA, c'est pour ça que ce n'est pas un outil. Ce n'est pas simplement je m'empare d'un outil et je vais l'utiliser en fonction des fonctions qui sont à disposition. Tuer quelqu'un avec un couteau, c'est potentiellement un détournement d'usage. Le problème avec une IA, admettons générative, ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi elle est conçue. On ne sait pas si elle est conçue pour me proposer du contenu ou si elle est conçue pour que je reste le plus longtemps possible dessus. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas simplement un outil. J'aime pas le terme d'outil parce qu'en fait, on met la responsabilité de l'usage sur la personne finale. Qu'en fait, il y a des concepteurs qui se disent « Moi, mon intérêt économique, c'est que la personne elle reste le plus longtemps possible sur la plateforme parce que ça va me rapporter de l'argent. » Donc en fait, on a toujours cette ambivalence-là. Et du point de vue des imaginaires et de l'IA, en fait, il s'est passé un truc très important en 2023, c'est qu'il y a eu 2 déclarations mondiales sur les dangers de l'IA. Il y a des milliers de personnes, dont les professeurs, des chercheuses et chercheurs, des personnes du monde de l'entreprise, parmi les plus grosses entreprises au monde et parmi les plus grands chercheurs au monde, qui ont dit qu'il faut faire une pause sur l'IA. C'était en mars 2023, ils ont dit qu'il faut qu'on arrête, ça va trop vite, il faut qu'on fasse une pause. Moi, je ne comprends pas tout à l'IA, je trouve ça intéressant qu'il y ait des milliers de personnes qui disent ça, dont des gens qui vendent de l'IA. 6 mois plus tard, il y a eu d'autres personnes qui ont dit alors il ne faut pas faire une pause, mais il faut quand même qu'on fasse très attention à ce qui est en train d'arriver sur l'IA dite générale. C'est pour ça que quand je reviens vraiment au tout début, l'IA générale, avec le fait qu'il y aurait une IA qui aurait une conscience, etc. Parce qu'on va potentiellement dans cette direction-là. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que je pense qu'on arrive à penser ça, parce que ça fait un siècle qu'on a des mythes, des représentations sociales qui structurent notre pensée, qui nous arrivent à faire l'hypothèse que cela puisse exister. Et quand on regarde qui a signé ces déclarations, alors je pense qu'il y a des gens qui le pensent sincèrement. Quand je vois Elon Musk qui signe la déclaration en disant il faut faire une pause de 6 mois, il y a eu beaucoup je ne suis pas dans la tête d'Elon Musk, j'ai pas envie de l'être, mais il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça aussi comme une démarche stratégique en disant il y a 2 possibilités. Soit il est en retard, il veut faire une pause pour rattraper son retard, soit en fait, parce que Elon Musk veut de la réglementation. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il ne veut pas la réglementation européenne, mais il veut une réglementation qui est sans doute plus dans ses intérêts. Donc il pousse à une réglementation aux États-Unis. Par contre, il veut faire une pause sans doute pour aller dans ce sens de ses intérêts privés. Donc en fait, il faut toujours décomposer ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment une structuration
À court terme, en fait, les imaginaires, quand on s'y intéresse, on va regarder dans le temps et dans l'espace. À court terme, je disais 2025, c'est vraiment l'IA, les agents. Donc les agents, c'est on vous dit demain, vous aurez en fait une IA qui va, vous allez lui dire, je veux partir à Bali, simplement ça. Elle va regarder votre agenda, elle va se dire bon, il a des vacances 2 semaines, je vais lui prendre tel billet d'avion. Enfin, il gère tout. Quand on remonte le temps, en fait, ces IA-là, ces récits, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a plein de livres avec le compagnon, la machine, l'assistant, etc. On est imprégné de ces récits-là. Et si on remonte encore plus dans le temps, on arrive sur des mythes qui sont constitutifs de nos sociétés. C'est le mythe du golem, par exemple. Le mythe du golem, c'est la création par l'être humain d'un être imparfait qui l'accompagne, etc. Alors ça vous paraît peut-être abstrait, et je fais très vite, et il faut qu'on s'arrête, mais en fait, ce que je veux vraiment insister sur le fait que par en fait ces structurations de nos sociétés faut vraiment comprendre qu'en fait l'imaginaire c'est pas l'opposé du réel, c'est vraiment en complément parce que les imaginaires, les représentations sociales accompagnent en fait chaque action, tout ce qu'on fait. Et donc il faut vraiment comprendre qu'en fait, moi je suis assez persuadé qu'on arrive à faire l'hypothèse que l'IA générale, donc qui va dépasser l'homme, puisse être une réalité. Parce qu'en fait, on est tellement imprégné de science-fiction, etc., depuis un siècle, qu'on arrive à faire cette hypothèse-là. Et il y a des gens qui ont intérêt, et j'aimerais juste là-dessus, tous ceux qui vendent de la science-fiction, les journalistes, etc., ça fait vendre. Et puis quand vous êtes une start-up, et qu'en 2024, vous sentez le vent tourner sur les LLM en vous disant bah, ça va peut-être moins bien marcher, il faut trouver un nouveau récit. Parce que vos investisseurs, il faut qu'ils croient dans la promesse que vous allez leur dire. Donc vous allez inventer d'autres choses. Par exemple, les agents en disant en fait, 2025, c'est les agents. C'est là-dessus qu'il faut investir. Les milliards, je les veux là-dessus. Et 2026, on verra ce que nous dira. Mais les mythes seront toujours les mêmes. Bon, c'est très réduit. C'était réduit, mais c'était très intéressant. Alors, le dernier mot, il faut que ce soit concis et rapide. Yannick, c'est toi qui fais la fermeture. Bah écoute, moi je pense que ces imaginaires, on a fêté cette semaine, très vite, on a fêté cette semaine les 25 ans de SimCity. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on construit des villes et on vit dans des villes, etc. Et c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est sur la Smart City que j'ai vue à Las Vegas. Et c'est fait, alors Cocorico encore une fois, par Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes a beaucoup de maîtrise d'œuvre sur la Smart City, c'est-à-dire la ville autonome, la ville qui se gère toute seule. En gros, très concrètement, dans les rues de Neuilly, les voitures se croiseraient dans les carrefours sans feu tricolore. Elles s'éviteraient toutes seules et la gestion de la ville serait faite, alors monsieur le maire n'est pas là, mais la gestion de la ville serait faite de façon quasiment autonome. Donc voyez où on va. C'est-à-dire que c'était un jeu il y a 25 ans, aujourd'hui c'est une réalité et demain, ce genre de système peut supplanter les hommes politiques. Alors je ne sais pas si ça serait mieux ou moins bien sur la ville de Paris. J'ai quand même une petite idée. Parce qu'on arrive à des systèmes de gestion technocratiques et intelligents de la gestion d'une ville tout entière, y compris ces flux de machines, de fluides, de risques, etc. Donc voilà, de l'imaginaire à une réalité qui vient. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous, à vos côtés, c'était super. Merci à vous. Et on peut les applaudir bien fort. Ils sont super intelligents.